savoir réellement ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et comment ne pas se tromper dans la reprise, c'est-à-dire par exemple si quelque chose fonctionne bien, et qu'on le reprend en le changeant complètement parce qu'on ne sait pas réellement si ça fonctionne ou pas, comment est-ce qu'on peut savoir en fait? Normalement, tu le vois, ça sonne juste ou ça sonne faux. Si par exemple, tu avais demandé à ton acteur de parler le dos tourné au prince parce que en fait, ça montre qu'il l'ignore, je sais pas trop, et qu'en fait, tu vois que ça fonctionne pas parce que soit les deux sont pas connectés, soit tu te rends compte que en fait, c'est ridicule ou c'est des choses que tu sens normalement. Et des choses aussi purement fonctionnelles. Par exemple, si tu lui dis de traverser le plateau et qu'en fait on a l'impression qu'il lui tourne autour ou que c'est pas naturel, il faut l'enlever tout de suite. Et en général, quelque chose qui fonctionne bien, tu risques pas de l'enlever. Justement, faut pas trop paniquer et être pas sûr. Faut être sûr de soi. Même si t'en as jamais fait avant, ça veut pas dire que tu peux pas avoir les bonnes idées, que tu peux pas avoir une intuition des choses. Donc, faut avoir confiance en soi. Sans que ça se devienne de l'arrogance et qu'on se dise tout ce que je fais c'est génial. Arriver à avoir en même temps cette humilité, cette confiance, se dire je suis capable de faire des choses qui fonctionnent et être capable de détecter tout de suite, se dire non ça en fait c'était pas du tout la bonne chose, je me suis trompée. Et une fois que tu as développé ce sentiment là, normalement ça fonctionne. Peut-être que ça viendra aussi en revoyant beaucoup de pièces et en discutant et faisant des débats sur qu'est-ce qui a fonctionné. Et ça va être ta vision aussi, donc ça sera forcément différent. Et puis de toute façon, l'école, on va en faire plein, tous ensemble. Donc tu vas apprendre aussi en regardant les autres. Il me semble que c'est... Enfin, moi, quand je joue au théâtre, ce qui me plaît, c'est quand il y a du bon sens dans la mise en scène. C'est pas trop absurde. Oui, c'est ça qui est au fondement, c'est quand... Enfin, le théâtre, c'est toujours ça qui fonctionne, c'est du bon sens. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça fait sens par rapport au texte? Si c'était trop compliqué, si c'était ridicule, si ça marchait pas, ça se voit tout de suite. C'est vraiment la clé de cette épreuve, je pense, c'est le bon sens, c'est arriver à être pragmatique, se dire, ça fonctionne. Je devais te répéter ce mot, mais c'est vraiment comme ça que ça marche, c'est se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est créé ou pas. Ça met le texte en valeur, ça lui enlève pas, ça la paume pas, enfin, je sais pas, peut-être aussi, j'y connais rien. Ce qui va être très compliqué et qui vous frustrera peut-être, c'est que on n'apprend pas le texte par cœur pendant l'année, donc les acteurs ont le texte à la main. Du coup c'est très frustrant, mais du coup c'est pas idéal comme jeu. Mais on fait ce qu'on a. Sinon, le prince d'Hambourg, ça parle de quoi en fait? Oui, je connais rien. Est-ce que Skiro vous a déjà fait un cours un peu dessus ou pas? Parce que vous savez pas beaucoup. Très rapidement, ouais. Donc, très rapidement, parce que de toute façon, vous allez en bouffer. Vous l'avez tous lu déjà? J'en suis aux 3/4. Donc c'est très important d'avoir fini. Regardez les mises en scène parce qu'en fait, ce qui est très particulier avec cette pièce, mais aussi avec les autres pièces de Kleist, c'est qu'il y a toujours différentes lectures possibles, que c'est toujours très flou. On ne sait jamais exactement. Par exemple, un enjeu de traduction, à la fin du Prince de Hambourg, ici, ils ont traduit à la fin non, dites-moi, est-ce un rêve? Un rêve quoi d'autre? Kodwitz qui lui répond, et selon les traductions, je crois que ici par exemple c'est assez explicite, la traduction n'est pas du tout la même, et du coup, non c'est la même ici, mais c'est ein Traum was sonst, et c'est pas... Je sais pas ce que t'en penses, sinon mais... Quoi, oui, qu'est-ce que ça... quoi oui. Et soit c'est très optimiste, du genre je te tape dans le dos, c'est rien, c'était qu'un rêve, soit c'est mais quoi d'autre? S'il n'y a pas ce rêve, quel sens y a-t-il à l'existence? Et ça qui était très troublant avec le Prince de Hambourg, c'est que finalement ça s'achève. Oui, ça s'achève avec le Prince de Hambourg. Non, dites-moi, est-ce un rêve? Et puis qui ne dit plus rien. Et avec juste les canons, après qu'ils se soient évanouis. Et du coup, il y a cette question, est-ce que c'est vraiment un peu comme chez Peter Stein, ah oui, le prince au triomphe, tout le monde est content, patriotisme, ou est-ce que c'est le prince qui s'est fait broyer par le pouvoir de l'électeur,
Il y a une série d'enjeux dans le Prince de Hambourg. D'une part, l'opposition entre l'électeur et le Prince de Hambourg, le pouvoir et celui qui désobéit. Et il y a un peu une sorte de combat entre les deux qui est traité différemment. Par exemple, chez Carl Lango, le Prince de Hambourg est roux comme l'électeur, suppose que c'est une sorte de fils secret. Il y a une sorte de processus d'humiliation de ce fils. Donc il y a vraiment cette sorte de combat des deux, qui peut soit se finir bien, soit se finir très très mal et très horriblement, selon ce qu'on envisage. Et ça peut être mis en regard avec Amphitryon par exemple, puisqu'à la fin, Amphitryon très rapidement, c'est très compliqué, mais en gros, une nuit, Jupiter se fait passer pour Amphitryon, le mari d'Alcmène, vient la voir pendant la nuit, et après, le vrai mari revient. Et du coup, c'est le quiproquo, etc. Il y a un vrai mari, un faux mari. C'est censé être très drôle, mais finalement, à la fin, quand Jupiter et Amphitryon sont à côté et que Jupiter révèle qu'en fait, il n'était qu'un dieu, etc., Amphitryon est très content, il dit « Ah bon, si c'est un dieu, c'est très bien, j'ai pas de problème. » Mais Alcmène, comme le prince, s'évanouit, et le dernier mot de la pièce, c'est son cri. Et et pas moyen de savoir si c'est du soulagement, de l'horreur, d'une vie complètement détruite. L'ambiguïté aussi que Kleist maintient pour des raisons politiques aussi, parce qu'il est pris à la gorge par... Il y a toujours cette ambiguïté-là. Les mécènes. Et puis il y a toute la dimension historique aussi que vous pouvez avoir dans la bataille d'Arminius, avec dans ce contexte de la Prusse occupée par Napoléon. Donc la bataille d'Arminius, c'est le chef germain Hermann qui entreprend de virer les Romains finalement du territoire, donc c'est contre l'impérialisme de Napoléon, avec toute une série de critiques, des femmes allemandes qui cèdent aux bouts militaires français, etc. Donc il y a vraiment cette dimension extrêmement virulente de Kleist, et puis il y a cette dimension politique-là qui est très importante quand même. Et l'autre dimension de Kleist, qui s'est quand même suicidé à 34 ans, enfin moi ça m'a beaucoup frappé, il écrit dans une lettre qu'il a enfin compris comment fonctionnait le monde, parce qu'il est passé sous une arche de pierre, et il s'est demandé pourquoi elles tenaient toutes ensemble, parce qu'elles tombent toutes en même temps. Et selon lui, la marche du monde c'est exactement ça. C'est pourquoi on ne se rend pas compte que tout tombe en ruine, parce que c'est le chaos partout en même temps, et du coup ça crée un nouvel ordre auquel on est obligé de s'habituer. Et il me semble que c'est de là que vient la souffrance assez existentielle de Kleist. Parce que pas beaucoup de pièces à part, c'est assez ironique parce qu'il y a aussi cette ambiguïté entre tragique et quand même pas comique, mais par exemple la famille Schroffenstein, c'est quand même une tragédie qui reprend Roméo et Juliette avec deux enfants de famille ennemie qui finalement sont tués chacun par leurs parents après cette travestie, chacun des jeunes gens se déguisant en l'autre. Et quand Kleist a lu cette pièce à ses amis, ils étaient tous morts de rire. Donc il y a un peu cette sorte de cynisme dans La Cruche cassée aussi, avec toujours une sorte de victime dans Le Prince de Hambourg aussi. C'est juste une farce pour les lecteurs et sa cour. Et finalement, est-ce que le Prince de Hambourg à la fin ne succombe pas à l'horreur de cette farce d'être dans un monde sans repère? C'est ça qui se passe dans Le Prince de Hambourg, c'est vraiment toujours la figure du somnambule, même réveillé. Il ne comprend jamais rien pendant la bataille, il ne comprend rien. Même en prison, quand on vient lui annoncer qu'il est condamné à mort, il tombe des nues. Donc il y a vraiment toujours, de manière très importante, cette dimension du somnambulisme qu'on retrouve aussi dans La Petite Catherine de Hébron, avec justement ces deux amants qui se sont rencontrés en rêve. Et du coup, la petite Catherine qui suit son rêve, qui se casse les deux jambes en sautant par la fenêtre pour suivre cet homme qu'elle a vu en rêve, et qui marche toujours comme une somnambule, comme le Prince de Hambourg. À propos de Jean Vilar, c'est un peu un texte difficile à aborder parce que c'est un texte théorique, donc du coup, pour savoir comment le mettre en rapport avec le reste, jusqu'à vous donner beaucoup de références, je pense que ce sera nos cours. Il y a Antonin Artaud, qui est très important. Je vous conseille vraiment de faire, moi je m'étais fait ça, des sortes de fiches
vraiment en me résumant à chaque fois ce que j'avais compris de chacune des sous-parties, parce qu'à chaque fois, il y a dans ces chapitres, il y a des sous-parties. Arriver à retenir ce à quoi il fait référence, ce à quoi ça peut renvoyer. On va aussi beaucoup lire des textes de Louis Jouvet, de Copeau, de Charles Dullin. C'est aussi très historique, c'est un moment où autour du théâtre il y a une réflexion très intense. Donc Villard est l'héritier de beaucoup de choses avant. Ça peut valoir le coup de lire des extraits, pas en entier, parce que c'est un peu toujours la même chose. Mais Artaud, le théâtre et son double, parce que c'est une œuvre essentielle et magnifique au niveau du théâtre. Copeau aussi, parce que Villard reprend tout ce qu'il a dit. D'essayer vraiment, quand vous lisez ce livre, alors peut-être que c'est difficile maintenant, tant que Schirou n'a pas encore donné exactement des textes et des références, mais d'essayer un peu de tisser des liens même entre Kleist et Villard. Parce que même si c'est un peu absurde, c'est ce qu'ils risquent de demander au concours. C'est en tout cas ce qu'ils ont un peu essayé de nous demander, en nous mettant l'événement au théâtre. Donc mettez tout ensemble et essayez de faire quelque chose. Donc c'est un peu ça. Donc la tradition théâtrale, c'est vraiment une analyse du théâtre selon Villard avec toutes ces grandes thèses. En fait, une fois qu'on aura travaillé en cours, ce sera assez clair pour vous, parce qu'il y a quand même des idées qui reviennent, du metteur en scène comme un régisseur qui est au service de l'art, des classiques pour éclairer une époque, avec le théâtre du peuple à chaque fois. Je ne sais pas si vous connaissez le théâtre du peuple à Buisson. C'est un théâtre dans les Vosges. C'est le TNP? Le théâtre. Non. Ah non, c'est le théâtre du peuple. TNP, c'est le théâtre national populaire. Oui. Et le théâtre du peuple, c'est un théâtre à Buisson. En pleine nature, où à la fin du spectacle, forcément tous les spectacles doivent se terminer en s'ouvrant sur la forêt qui est derrière. Très beau. Et ça a été fondé justement dans la ligne Villard avec cette idée d'amener tout le monde au théâtre. Du coup, par peuple, c'est pas tant la vision un peu communiste de Sartre, amener les ouvriers, etc. C'est vraiment toutes les strates de la société, d'en finir avec un théâtre bourgeois aussi. C'était une préoccupation d'à peu près tous les penseurs du théâtre à cette époque. Parce qu'on avait uniquement buffet d'eau dans des théâtrales italiennes avec des rideaux rouges, etc. Donc ça a été toute la démarche du théâtre national populaire. Je ne sais pas si vous en avez parlé un peu, je pense que c'est essentiel de s'y intéresser, parce que même au niveau du théâtre, la façon dont on fait du théâtre aujourd'hui est complètement tributaire de ça, même si c'est un idéal qui n'a pas forcément fonctionné. De cette troupe qui allait dans les villages, qui dressait pendant la nuit la scène, qui se baladait dans le village toute la journée en disant ce soir le bourgeois gentilhomme, place du marché, et qui jouait comme ça sur des tréteaux, en essayant de renouer avec une sorte d'essence du théâtre. Ça va vraiment être autour de ça, et je pense que du coup par rapport à théâtre et objet, ça fait sens. C'est que Jean Villard, comme Copeau, comme Dullin avant, et un peu comme Ariane Mnouchkine aujourd'hui finalement, essaie de trouver une essence du théâtre, dire le théâtre c'est ça. Et quelque part c'est peut-être un échec. En essayant à chaque fois de remonter au théâtre grec, au théâtre de Molière, en essayant avec certains, peut-être moins Jean Villard, qui expriment une décadence du théâtre avec le théâtre bourgeois aujourd'hui, impur, qui ne correspond plus au vrai théâtre. C'est dans ce sens-là aussi que Jean Villard avait créé Avignon. D'essayer de renouer avec une sorte de fête populaire vraiment du théâtre. Donc c'est très riche en réflexion justement par rapport à l'histoire du théâtre plutôt. C'est plus tellement justement un texte théâtral comme Kleist, c'est vraiment une réflexion sur l'histoire théâtrale, vers où on va, qu'est-ce qu'on cherche, pourquoi on a telle salle, même des questions aussi bêtes que ça. Est-ce qu'on doit avoir des belles salles, est-ce que le théâtre doit changer la société, etc. Ce à quoi Jean Villard répond non. C'est la société qui doit changer, après le théâtre sera fait autrement. Donc, je trouve que c'était un peu pessimiste. Au final, son bouquin, c'est bon, on peut rien faire parce qu'il faut bouger la société avant de bouger tout. Bon, il finit quand même en disant le poète a toujours le Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a une perspective un peu de décadence. Maintenant, on ne sait plus faire du vrai théâtre, il y a une tradition, etc. Mais c'est fécond et de toute façon, le théâtre ça avance parce que c'est jamais parfait. C'est comme tout, c'est comme nous, il faut toujours qu'on ait une névrose, sinon on n'avancerait pas. Si on était parfait, on n'avancerait pas. Et c'est exactement pareil. Et
que je ne sais plus dans quel petit village paumé j'avais rencontré une petite vieille qui me disait oui, moi j'ai vu des représentations de théâtre populaire, hein, ils étaient venus et je m'en souviens, c'était très beau, j'ai entendu Jean là. C'est fou parce que cette femme était très modeste, enfin voilà, et elle avait entendu le théâtre et c'était une merveille pour elle d'avoir eu ces grandes heures dans sa vie. Ouais, c'est une aventure assez extraordinaire. Il y a beaucoup de vidéos de Lina, Oui. si ça t'intéresse, allez voir, parce que C'est vrai. c'est assez fascinant de voir ça, je trouve. De l'air trop pédant aujourd'hui. Alors oui, les amis, c'est bien de parler, c'est une certaine époque. Mais il y a un artiste qui fait ça aujourd'hui encore, qui essaie de faire ça, c'est François Chateau. CHADTOT. Et c'est vraiment, il monte des spectacles, il se balade et il monte avec des tréteaux. Il avait fait récemment la veillée des grands gourmands, je crois que c'est sur internet, il avait joué à différents festivals. Et il arrive avec une camionnette sur une place de village et il cuisine un risotto pendant qu'avec des acteurs amateurs, il raconte des histoires, il chante des chansons, etc. En essayant de garder cet esprit théâtre populaire. On a un peu perdu ça aujourd'hui, mais c'est intéressant parce que quelque part, Jean Vilar, c'est irréalisable. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'attaques, de remises en question qu'on va voir aussi avec Sartre. Enfin, que